Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Steve Up, notre rendez-vous mensuel chez Steve Media. Euh, Hello. ouais, hello. Donc, avant de commencer, on vous rappelle qu'on est là chaque troisième mardi du mois à 11 heures pour parler de stratégie digitale, SEO, notoriété et pour bien sûr vous aider à être visible et crédible en ligne. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Steve Media, on est une agence de notoriété et ranking SEO. Donc, on travaille tout un tas de sujets autour de la notoriété. On travaille bien sûr les articles sponsorisés. Donc, bien souvent, c'est des packages, articles sponsorisés avec lien do follow, plus un certain nombre de dispositifs. Donc, ça peut être accès aux réseaux sociaux, ça peut être accès à la newsletter, présence en homepage. Voilà, ça peut être pas mal d'éléments. On propose du podcast, donc ça va être le sujet du jour, donc je ne vais pas m'étendre dessus. De la relation presse pour avoir des liens vraiment naturels et pour gagner aussi côté notoriété. Et également, on est une agence de netlinking, donc on fait du netlinking vraiment sur mesure en France et à l'international. Donc, on propose du netlinking pour tout un tas de secteurs d'activité. Ça va du voyage, l'automobile, etc. Donc, on est présent vraiment sur ces deux éléments, sur ces deux éléments-là. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est important. Comment adapter votre stratégie de netlinking face aux dernières mises à jour de Google et au déploiement de SGE? Et surtout, pourquoi le podcast devient un levier clé dans cette transformation. Donc pour ça, j'ai la chance d'être avec Margot, qui est directrice générale chez Steve Media Hello. et experte en netlinking depuis quelques années. Et Thibaut, qui pilote toute la business unit notoriété chez nous, brand awareness, et qui a pas mal de choses à nous dire aujourd'hui. Salut Thibaut. Salut Antoine. Donc, on va commencer avec Margot. On va commencer avec une actu qui est plutôt tiède. On va parler des derniers updates de Google, donc SGE, Helpful Content, EAT. Aujourd'hui, ça change beaucoup de choses. Quelles sont les grandes tendances qui redessinent le SEO d'aujourd'hui pour toi, Margot? Oui, salut à tous, merci d'être là. Merci pour la question, Antoine. Alors oui, effectivement, actu tiède et chaude en même temps parce que tiède, ça commence à traîner dans le temps, donc ça remonte mais c'est encore assez actuel parce que ça s'est terminé récemment. Enfin, je pense notamment au Helpful Content, tu l'as cité. C'est sûr que ça a commencé à tacler en 2023. En 2024, c'était complètement intégré à l'algorithme de Google, ça a mis fin au contenu inutile. Clairement, aujourd'hui, il faut un vrai contenu utile pour de vrai, pas juste faire semblant. Pas que ça soit écrit pour Google, voilà, on l'a bien rabâché. Les contenus qui sont produits juste pour ranker, on l'a bien vu, ça marche plus. On a vu tous ces blogs qui fonctionnaient que comme ça, qui sont tous explosés maintenant. Et voilà, on a vu beaucoup de blogs tomber avec ça. Il faut que les contenus soient orientés people first. Il faut qu'ils soient vraiment, encore une fois, vraiment utiles, qu'ils soient pensés pour l'utilisateur et pas pour les robots. Il faut que ça réponde précisément à une intention. Et puis voilà, en fait, on l'a toujours dit, mais si on le faisait pas, c'était pas très grave. Aujourd'hui, on le dit et on ne peut plus faire autrement que de privilégier le qualitatif au quantitatif pour une expérience utilisateur optimale. Tu as mentionné aussi le EEAT. Le EAT, on en entend parler depuis des années. Maintenant, le deuxième E, il est arrivé vers 2022, il me semble. Oui, ça place vraiment l'expérience et l'expertise humaine au centre des stratégies. Voilà, maintenant, les contenus qui sont rédigés par des humains compétents sont bien plus mis en valeur parce qu'ils ont une vraie légitimité sur leur sujet. Il faut des contenus qui soient incarnés, qui soient signés, illustrés par des expériences de terrain, qu'il faut que ça soit des retours d'experts, il faut qu'il y ait vraiment une voix et que ça soit l'opportunité pour les marques de réaffirmer leur autorité.
Et Ok. puis SGE, tu l'as mentionné, SGE, le déploiement de SGE, ça fait un moment qu'on en parle, c'est toujours pas arrivé, mais voilà, on continue de s'y préparer le jour où ça tombera. Là, on est carrément sur un changement de format des SERP, c'est un changement profond de tout le fonctionnement, où l'info, elle est directement résumée par Google. Voilà, donc on clique, des résultats organiques qui continuent de descendre, on les a vus descendre au fil du temps, et encore, on prend encore une ligne en moins. Voilà, donc là, il faut complètement repenser sa visibilité, travailler sa présence, pas seulement présence dans les rankings, mais dans les sources SGE. Donc ça passe par quoi? Ça passe par des forums, ça passe par des médias, ça passe par des sites de référence. Et là, il s'agit de booster sa notoriété au-delà du lien hypertexte. Ok. Et est-ce que le netlinking classique fonctionne encore ou on doit revoir toute la copie? Oui, il fait partie d'un tout. Il fait partie d'un tout. On ne peut plus travailler qu'avec ça aujourd'hui, mais il fait partie de la logique de confiance et d'authenticité, d'autorité dont on a besoin aujourd'hui. Sans netlinking, on n'a pas cette légitimité-là. Ça suffit pas de juste, on va parler du podcast aujourd'hui, ça suffit, on va le voir tout le long de notre webinaire, ça ne suffit pas de juste faire un podcast. Il faut qu'il soit poussé de tous les côtés. On verra par quelle technique. Donc le netlinking, bien sûr, il disparaît pas, mais il vient s'aligner dans une vraie stratégie éditoriale et branding. D'accord. Ok. Et Thibaut, aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de SEO sans parler de Noto Digital? Question un peu orientée. Écoute, moi, je travaille principalement à la notoriété digitale, donc je vais forcément te dire non, mais non, en vrai, je le pense sincèrement. Aujourd'hui, c'est complètement ce que disait Margot, c'est que l'idée, c'est vraiment de travailler l'ensemble, SEO et Noto, de manière conjointe et complémentaire, pour répondre du mieux possible à Google et à la manière dont il va évoluer là dans les prochaines années. C'est-à-dire que la question d'image de marque va être de plus en plus importante. Donc forcément, tes services, tes produits, il faut qu'ils soient alignés avec la recherche. Mais il y a beaucoup plus que ça. On va prendre en compte les avis utilisateurs, ta présence médiatique, la manière dont les médias parlent de toi, la manière dont toi, tu parles sur ton secteur. Est-ce que tu t'exprimes? Est-ce que tu t'exprimes pas? Est-ce que tu apportes de la valeur? Les réseaux sociaux, enfin voilà, ça va être un ensemble. Et donc là-dessus, l'idée, ça va être de travailler un peu conjointement, autant du côté SEO que du côté Noto, pour avoir je dirais le pack de visibilité le plus complet possible et vraiment travailler au quotidien ton image de marque. C'est un peu comme si tu étais jardinier et que tu te fiais uniquement au tronc d'arbre pour vérifier si ton arbre il est en bonne santé. Et que tu vérifiais pas les racines, tu vérifiais pas la couleur de tes feuilles, est-ce qu'elles tombent ou pas, il y a tout ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une globalité dans la gestion de ta marque et surtout cette question de valeur. Je pense qu'on va en parler pas mal, mais apporter de la valeur et montrer que tu es expert de ton secteur, que tu connais le sujet, que potentiellement tu apportes des datas, même des informations non chiffrées sur ton secteur qui servent. Ça va vraiment avoir de l'importance. Ok. Et tu peux nous donner des actions de notoriété aujourd'hui que tu fais chez Steam Media pour renforcer la crédibilité d'un site aux yeux de Google? Ouais, bien sûr. Là, alors pour le coup, va y avoir pas mal d'options de dispositifs différentes, hein. On peut travailler sur plein d'axes différents. On peut travailler évidemment du brand content sur des médias avec des audiences très qualifiées par rapport à la marque, où on va venir créer du contenu de valeur. On peut travailler, on en avait parlé au dernier webinaire, mais tout ce qui est campagne de relations presse, pour vraiment t'exprimer et créer ce qu'on appelle des contenus signatures, c'est-à-dire des contenus sur lesquels, en fait, quand tu lis le contenu, toutes les infos qui sont un peu spécifiques et apportées par ta marque, en fait, ça signe directement ton image de marque et
on ne peut pas trop dissocier le contenu de la marque en elle-même. Donc ça, c'est super intéressant parce que quand tu reprends le sujet, finalement, tu es obligé de mentionner un peu la marque. Donc ça a un coût. Et après, tu as plein d'autres dispositifs. Tu as le podcast, évidemment, on va en parler. Tu as potentiellement travaillé avec des influenceurs de ton secteur pour travailler ta crédibilité et ton autorité. Tu peux avoir plein de choses différentes et c'est tout à fait complémentaire avec le SEO parce que à chaque fois, tu peux aussi apporter des liens pour rediriger. Tu peux un peu faire du branding, en fait, ça va être des liens vraiment qui mettent en valeur ta marque parce que c'est affilié sur un contenu de notoriété qui a forte valeur ajoutée, quoi. Ok. Tu intègres toujours ces actions dans une stratégie SEO? Et oui, la plupart du temps, l'idée, c'est vraiment de fusionner un peu tout ça pour que, de toute façon, en fait, quel que soit le dispositif que tu mettes en place, tu aies toujours une empreinte digitale qui reste derrière et qui bénéficie aussi à la marque d'un point de vue SEO. Après, ça nous arrive aussi forcément d'avoir des clients qui cherchent vraiment uniquement à mettre en place une campagne auto ou une campagne d'acquisition, peu importe, et là, ça s'y prête pas forcément. Mais la plupart du temps, l'idée, c'est de jumeler un peu les deux. Ok. Et est-ce qu'une marque peut capitaliser aujourd'hui sur des actions ponctuelles? Je pense par exemple au Black Friday, aux soldes, etc. Ou doit-on avoir une forme de fil rouge pour que les actions durent dans le temps et soient faites de manière très régulière? Tu conseilles quoi, toi, aujourd'hui, par rapport à ça? On en avait un peu parlé la dernière fois, mais en fait, l'idée, c'est vraiment cette règle des 7 dont on avait parlé la dernière fois, c'est-à-dire que la plupart du temps, tu vas avoir besoin de 7 interactions ou d'être visible au moins 7 fois auprès de tes prospects pour que ça déclenche un lead, une conversion ou autre. Donc, il faut vraiment essayer de communiquer le plus régulièrement possible et idéalement sur plusieurs canaux et via plusieurs dispositifs en même temps. Maintenant, c'est toujours pareil, hein. Enfin, on en revient toujours aux besoins du client et surtout à son budget. Si tu as un budget limité ou même si, par exemple, tu as déjà engagé ton budget sur les temps forts de ton année. Ouais, Donc, par exemple, je ne sais pas, tu vas être sponsor d'un salon, tu vas avoir développé un événement et tu n'as pas forcément de budget pour recréer une autre campagne digitale derrière. Tu peux tout à fait utiliser les temps forts sur lesquels tu es déjà présent pour créer du contenu digital et créer de l'empreinte digitale et être visible derrière. Par exemple, en communiquant en amont de l'événement pour dire pour quelles raisons tu es sponsor, qu'est-ce que tu vas y faire, etc. Créer, pourquoi pas, des articles dessus. Et puis, sur l'événement, tu peux, par exemple, participer à des conférences que tu vas filmer, que tu vas pouvoir utiliser en contenu derrière aussi pour communiquer. Pourquoi pas, tu vois, il y a des salons qui ont leur propre podcast sur place, venir y participer en tant qu'intervenant pour apporter un peu de valeur et d'expertise et réutiliser le contenu derrière. Donc, même si en fait, tu as des actions ponctuelles sur lesquelles tu es déjà présent et tu ne peux pas faire beaucoup plus, en fait, tu peux déjà utiliser ces moments forts pour communiquer sur, disons, un peu plus le long terme derrière et être présent un peu en continu dans l'année, quoi. Ok. Tu as parlé du podcast là, sur des salons, ça me fait une belle transition. On va parler de ce sujet aujourd'hui. On parle aujourd'hui beaucoup du podcast dans le monde du SEO. Moi, j'aimerais savoir pourquoi ce format explose chez les marques aujourd'hui. Alors, moi, j'ai plusieurs théories, mais je parle souvent du Covid parce que je trouve que c'est un peu là que ça a explosé. Alors, ça existait depuis longtemps, les podcasts, évidemment, mais je trouve que vraiment, depuis le Covid, il y a eu un virage là-dessus. C'est beaucoup plus consommé et je pense que c'est forcément dû au fait que à ce moment-là, on avait un peu le temps, en tout cas, on pouvait prendre le temps d'écouter des formats un peu plus longs. Et ça va un peu à l'encontre, en fait, de toute la tendance qu'on avait avec les réseaux sociaux à consommer vraiment du contenu très court. Et là, du coup, en fait, on est vraiment sur une audience qui est concentrée, c'est-à-dire que tu vas avoir ton audience pendant 30 ou 40 minutes où ils vont lancer le podcast et ils savent qu'ils ont cette disponibilité-là
ils vont par exemple courir, ils sont dans les transports, ils font la cuisine, enfin peu importe. Mais ça fait qu'en fait, tu as une audience qui est super déjà intéressée par le contenu et surtout captive, quoi. C'est-à-dire que si tu passes un message en tant que marque, et le taux de mémorisation et le taux d'intérêt est beaucoup plus important que sur d'autres formats. Par exemple, tu vois sur YouTube, où tu as le système de pub, où tu vas avoir des publicités qui sont pas toujours en lien avec la vidéo que tu regardes. Là, l'idée, c'est aussi de travailler la qualité, c'est-à-dire que la plupart du temps, les podcasts, finalement, ils travaillent avec des sponsors qui sont directement en lien avec leur thématique et ils refusent tout autre acteur, ce qui est hyper intéressant parce que du coup, l'audience, elle est parfaitement qualifiée et elle va entendre déjà le message de l'hôte du podcast. Donc, c'est des annonces qu'on appelle host read. C'est-à-dire que c'est l'hôte directement qui fait une annonce, c'est pas une publicité pluguée, tu vois, sur le contenu. Donc, c'est parfaitement intégré dans le contenu. Et en plus, tu as cette notion de crédibilité et de confiance que tu accordes à l'hôte qui va t'annoncer un partenariat avec une marque en laquelle il croit. Et donc là, c'est très, très fort en fait. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout ça mêlé qui fait qu'aujourd'hui, le format marche très bien. Et surtout, en termes d'annonces et de partenariat avec les marques, il y a un vrai intérêt parce que c'est très bien construit. Ok. Et Margot, je peux avoir ton avis là-dessus? T'en penses quoi? Ouais, moi, je suis complètement d'accord sur la puissance du podcast, même d'un point de vue SEO. Alors peut-être d'un point de vue SEO partiellement direct et indirect, mais oui, c'est ultra puissant parce qu'on n'est plus sur juste du mot-clé ou du lien direct, en effet, mais on coche toutes les cases pour booster les signaux EAT dont on parlait juste avant. Déjà, c'est un format qui humanise la marque. Ça donne ça personnifie la marque. Ça donne une voix, une vision. Il y a vraiment cette expertise incarnée dont on parlait. Ça renforce complètement la légitimité de la marque. Surtout, comme je le disais avant, si c'est signé par un expert identifié qui a son point de vue propre. Et c'est encore mieux s'il va citer ses sources, de qui il s'est inspiré pour se faire ce point de vue propre. Mais cette voix unique et fondée, c'est de l'or pour Google aujourd'hui. Et puis après, on voit que c'est aussi une source de contenu donc qui est riche et qui est réutilisable. Et c'est surtout ça qu'il faut savoir exploiter derrière. C'est un contenu qui a une énorme valeur ajoutée et il faut savoir le réutiliser, faire des transcriptions, des articles de blog, les réseaux sociaux, des push médias. On va parler un peu plus de ça en détail tout au long du webinaire. Mais voilà, c'est vraiment, il faut aller sur des actions complémentaires pour que ça contribue vraiment à une stratégie complète, qualitative, qui inclut bien sûr le netlinking. Donc on est vraiment sur un format de réassurance. C'est une preuve sociale qui place la marque comme vrai expert dans son écosystème. Et ça, c'est bon pour le SEO, évidemment, mais c'est bon pour la notoriété tout court. Donc voilà, clairement, pour moi, le podcast, c'est pas juste un canal cool, super, youpi, j'ai fait un podcast. C'est vraiment un signal fort d'autorité, d'engagement, et c'est exactement ce que Google veut aujourd'hui. Ok. Thibaut, pour nos auditeurs, tu peux nous montrer à quoi ça ressemble une OP podcast comme vous faites chez Steve Media? Ouais, bien sûr. Ouais. Alors déjà, je vais peut-être partager mon écran. On a un bon exemple avec cartegrise.com avec qui on avait travaillé, qui est, comme son nom l'indique, une entreprise qui fait des cartes grises. Donc là, l'idée, c'était tout simplement de s'associer déjà à un podcast qui a une autorité et une audience très forte sur une thématique affiliée, donc qui va avoir une audience forcément qualifiée. Donc, ils ont travaillé avec le podcast d'Automobile Propre. Donc là, par exemple, on voit concrètement, en fait, tu as le podcast qui est présent sur le site du média. Donc, tu vas avoir l'annonce qui est intégrée dans le podcast, mais tu as aussi toute une description avec évidemment un petit message sur le partenaire de l'épisode qui est inscrite avec un lien. Et derrière, cet épisode, il est repris donc sur toutes les plateformes annexes de publication de podcasts. Alors, évidemment, chaque podcast est plus ou moins présent sur toutes les plateformes ou sur des plateformes encore plus spécifiques liées à leur thématique.
mais ça, on le sait à l'avance. Et puis, tu vois, tu vas avoir à chaque fois la description qui est reprise. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, l'annonce host-read et la description, elle est reprise à chaque fois. Et finalement, en fonction des plateformes, tu peux avoir, chaque plateforme a sa politique, mais tu peux avoir soit les liens qui sont repris directement, soit les liens qui sont passés en nofollow, soit les liens qui sont en mention, quoi. Donc voilà, tout ça, c'est super. Ça permet en fait d'avoir des retombées derrière. Et donc d'avoir une forte visibilité. Donc en plus, forcément, du contenu en lui-même sur lequel tu vas t'associer. Tu as plusieurs types d'opérations, hein, on n'en a pas parlé, mais tu vas avoir le format de sponsoring un peu classique, sur lequel en fait tu vas venir directement sponsoriser le contenu, mais en fait tu n'as pas d'influence sur le sujet. C'est-à-dire que tu choisis forcément un podcast qui a une très forte audience, en tout cas surtout une audience qualifiée, c'est le plus important par rapport à ta thématique, et tu viens t'associer en tant que partenaire. Donc là, en fait, tu bénéficies forcément de tout le trafic du podcast et de toute son autorité. Et après, tu vas avoir aussi des formats d'épisodes dédiés sur lesquels, là, tu vas pouvoir venir en tant qu'intervenant, travailler une thématique spécifique avec le podcast pour échanger. Et tu vas pouvoir créer du contenu directement avec forcément de la valeur et montrer ton expertise sur ton secteur sur un format podcast, quoi. Et d'ailleurs, il y a aussi plein d'autres formats qui sont disponibles. Tu as aussi le format mini-série, donc là où tu vas travailler un peu sur la durée, c'est toujours ce qui est le plus intéressant, hein, forcément. C'est toujours la même chose, hein, mais quand tu es présent un peu sur la durée et surtout sur différents moments, ça permet d'être beaucoup plus visible et de répéter la visibilité et d'être plus présent plus de fois auprès de tes prospects, auprès de tes clients même qui peuvent revenir. Donc, c'est super intéressant. Et sur une mini-série, ça permet aussi, tu vas pouvoir créer un contenu super intéressant parce que tu vas pouvoir développer vraiment sur la longueur et sur plusieurs épisodes tes propos, ton avis, ton expertise, etc. et travailler différents axes. Donc ça, c'est voilà, il y a plein de dispositifs potentiels différents, mais à chaque fois, forcément, il y a plein d'avantages. Et l'intérêt, c'est que en fait, tout est adaptable en fonction du podcast, en fonction du média, etc. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Et tu as un côté un peu créatif de tout ça qui est super intéressant. Ok. Et côté SEO, Thibaut, donc tu garantis le lien dofollow sur le site du podcasteur. Et après, c'est republié en fonction des politiques des plateformes que tu connais, toi, un petit peu à l'avance, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, on travaille directement avec le podcast, avec le média, etc. Donc là, les garanties sont directement auprès de lui. Et après, par contre, on sait de toute façon que, évidemment, eux, ils ont besoin de visibilité et de publier le podcast sur toutes les plateformes annexes. Donc, on sait que de toute façon, ça va être repris et on connaît plus ou moins les politiques de chaque plateforme vis-à-vis des descriptions qui sont reprises et des liens. Donc, on a déjà une projection à l'avance de comment ça va se passer. Tu n'es jamais à l'abri, évidemment, que les politiques changent sur Spotify, sur Ocha, etc. Mais ça, globalement, une fois que tu l'as vu, tu sais derrière pouvoir te projeter sur ce qui a changé. Et voilà. Mais les garanties et le dispositif en lui-même, évidemment, il est développé avec le podcast et pas avec les plateformes de republication. Ok. Et est-ce que tu associes d'autres formats pour amplifier les effets, hein? Alors, oui, déjà, on communique toujours avec la marque. L'idée, c'est que eux, ils reprennent ça en main derrière et forcément, ils créent de la communication autour. Voilà, ils expliquent qu'ils sont partenaires de tel podcast pour telle ou telle raison, qu'ils sont forcément fiers d'être associés à une thématique qui leur est chère, etc. Et après, sur les dispositifs d'épisodes dédiés ou de mini-séries, là, il y a vraiment du travail à faire et il y a vraiment quelque chose de super intéressant à faire. C'est forcément de réutiliser le contenu en communication, d'en faire des shorts pour vraiment faire le point sur des avis spécifiques que tu as pu développer pendant le podcast, pour recréer de la discussion. Potentiellement, en plus, si c'est vraiment des podcasts qui sont bien travaillés avec un contenu qui est très intéressant, ça peut aussi être repris par des médias. Tu peux en faire, pourquoi pas, un communiqué de presse pour faire une campagne RP. Enfin, il y a plein de choses qui sont déclinables derrière. L'intérêt vraiment de l'épisode dédié et ou de la mini-série, c'est de pouvoir communiquer un peu sur la durée derrière par rapport à tout ça et augmenter ou prolonger la visibilité que tu vas obtenir, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis côté SEO, ben pareil, si on est sur un podcast dédié sur le site web, ben, il faut, j'en parlais tout à l'heure, faire de la transcription. On peut faire un résumé, bien travailler sur les mots-clés, bien sûr, maillage interne, externe. On peut en faire un article associé, on peut en faire une page. L'article associé, on peut par exemple prendre un temps fort précis du podcast pour le développer encore plus. Ça donne encore plus de valeur ajoutée. Google, il aime ça. Voilà, ça, encore une fois, on est sur une autorité éditoriale vraiment poussée à son comble. Et puis, ça a toutes les chances de ramener du lien naturellement. Et puis sinon, voilà, on peut en faire, on peut l'aider un peu, faire du netlinking dessus, du relinking. On peut l'utiliser, cet article, pour faire de l'ARP derrière aussi. Si on a un invité, ça marche aussi d'avoir un invité, de demander à l'invité de publier sur son site à lui. Ça aide beaucoup aussi pour pousser la notoriété derrière. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'actions possibles à mettre en place pour développer tout cet écosystème et en faire vraiment une campagne de noto hyper puissante. Ok. Et le budget d'un podcast, c'est quoi? C'est 100, 1000, 10 000? On est sur quel type de budget? C'est évidemment, en fait, ça dépend vraiment de la puissance du podcast, tout simplement. C'est-à-dire quelle audience il a, quelle récurrence d'épisodes il va avoir sur un mois, par exemple. Forcément, est-ce qu'il est représenté ou pas par un autre qui a une autorité plus ou moins importante. Et puis aussi, est-ce qu'il appartient à un gros groupe média ou est-ce que c'est un indépendant? Ça va faire varier forcément un peu le budget. Mais après, globalement, entre 1000 et 5000 euros, pour la majorité des dispositifs podcast, tu peux mettre en place quelque chose sans trop de problèmes. Et là, tu vois, que ce soit sur des épisodes dédiés ou sur, par exemple, un sponsoring d'un mois pour un podcast sur lequel tu vas être partenaire de tous les épisodes qui vont sortir sur le mois. Ça, c'est des budgets sur lesquels, en général, il n'y a pas trop de problème pour trouver des dispositifs intéressants, quoi. Ok. Margot, comment on mesure l'impact d'un lien obtenu sur un podcast? Alors, l'impact d'un lien, alors bon, il y a l'impact SEO, c'est sûr, mais il y a aussi l'impact notoriété qui est peut-être un peu plus fin à viser. Alors déjà, pour voir l'impact SEO, ça c'est un peu comme toute action SEO. Alors bien sûr, déjà avant tout, on va vérifier que la page est indexée, parce que sans indexation, pas de mystère, ça marche pas, que le lien est do follow. Voilà, il faut bien se rappeler, comme toute action de SEO, de bien vérifier ses métriques avant de faire son action. Et puis ensuite, on fait, voilà, encore une fois, comme toute action SEO, on suit les rankings, on suit les métriques. Et attention à ce qu'il n'y ait pas d'autres gros chantiers en cours, parce que sinon ça ne voudra rien dire. Voilà, donc si vous avez des gros chantiers techniques ou content en parallèle, ça sera difficile d'associer le résultat à telle ou telle action. Donc idéalement, si vous voulez suivre, alors bon, après c'est un choix à faire. Est-ce qu'on veut suivre le potentiel déployé, ou est-ce qu'on veut, est-ce qu'on est prêt à tout arrêter à côté pour suivre le bénéfice acquis? Et puis après, au niveau notoriété, on a d'autres métriques qu'on peut suivre. Donc déjà, on peut suivre le trafic référent avec Analytics ou Matomo. Ça permet d'observer le flux de visites en temps réel sur le site web. On peut regarder le temps d'écoute, on peut regarder l'engagement, les conversions. Ça peut être les mentions sur les réseaux sociaux, le nombre de partages, le nombre de citations externes. Voilà, c'est toutes les valeurs un peu chiffrées qu'on peut trouver, qui n'auront pas forcément d'influence directe sur le SEO, par exemple sur les réseaux sociaux. Ils ont les liens en nofollow en général. Mais voilà, ça, c'est de la notoriété, donc SEO indirect. Ok. Et Thibaut, donc on a parlé beaucoup de l'aspect notoriété, avec Marco là, de l'aspect SEO. Si on parle plus de l'aspect lead acquisition, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais pour toi, c'est intéressant de mettre un code promo dans un podcast et pouvoir traquer les ventes? Ouais, ça peut être intéressant. Après, ça ne sera jamais l'objectif premier. Le podcast, ça reste vraiment un dispositif notoriété avec du coup toute cette valeur ajoutée sur la partie SEO.
Mais évidemment, pour une campagne de lead gen, ça ne sera jamais directement le podcast qu'on proposera parce que le tracking, en fait, est plus compliqué. Le code promo, c'est potentiellement, effectivement, la seule option qui permet un peu de faire ça. Donc, ça peut être intéressant si tu veux avoir une data supplémentaire à analyser. Donc, si tu mets un code promo dans la description, qui sera évidemment le seul endroit sur lequel tu utilises ce code promo, tu peux savoir derrière, forcément, en conversion, ceux qui ont utilisé ce code, ça veut dire qu'ils ont regardé le podcast, écouté le podcast. Mais après, voilà, je dirais que le bénéfice est quand même assez moindre. Ça peut être intéressant de le faire, c'est toujours un plus, mais ça ne sera jamais l'objectif prioritaire d'un podcast, quoi. Ok. Et Margot, on a parlé de tous les avantages du podcast. Quelles en sont aujourd'hui les limites pour toi? Les limites du podcast, oui, c'est vrai qu'il y a des limites, comme dans tous les leviers SEO. C'est pas juste une baguette magique. Voilà, comme on disait, j'ai fait un podcast et hop, tout va bien. Il faut bien comprendre ce qu'on peut faire et ce qu'il faut pas faire. Ce qu'il faut pas faire, c'est se dire je vais faire un podcast et hop, c'est fini, ça va m'apporter mon trafic. Non, ça marche pas comme ça. C'est comme toutes les actions SEO, c'est un levier à long terme. Enfin, la plupart, en tout cas, c'est un levier à long terme. Il faut prendre le temps de construire son audience, de tisser son image de marque. Ça passe par un enjeu de diffusion. Il faut déjà bien l'annoncer en amont. Il faut ensuite le relayer. On en a parlé sur toutes ces différentes actions complémentaires. On peut le découper en short, on peut le recycler. Voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut être régulier. Il faut être stratégique dans sa ligne éditoriale. Il faut vraiment faire toute une structure de diffusion. Il faut être rigoureux aussi en termes de production. Si la qualité est mauvaise, si voilà, on ne pourra pas en tirer les shorts. Du coup, voilà. Et il faut vraiment travailler de manière hyper pointilleuse l'amplification de l'action du podcast en elle-même. Et puis voilà, j'en reviens toujours, en tout cas moi pour ma vision SEO, il n'y a pas de miracle sans contenu associé. Il faut faire un contenu associé, une page dédiée et du maillage vers d'autres contenus. Sans maillage vers d'autres contenus, on peut reprendre un peu la métaphore qu'on avait pris avec le netlinking le mois dernier. C'est comme si on avait une guitare électrique et un super ampli Marshall, mais qu'on les branchait pas. Voilà, ça sert à rien. Donc voilà, il faut penser à cette amplification grâce au maillage. Pour être vraiment efficace, comme on l'a dit, il faut que ça soit vraiment intégré dans l'écosystème entier. Et c'est vraiment un super levier s'il est pensé comme une pièce du puzzle et pas le puzzle en entier. Ok. En parlant d'une autre pièce du puzzle, sur la partie plus netlinking, aujourd'hui, Margot, tu conseillerais quoi comme en termes de stratégie, en termes de conseils? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aujourd'hui pour faire évoluer la stratégie netlinking dans le bon sens? Ça reprend un peu les points qu'on a dit au début. Aujourd'hui, c'est évident, on ne peut plus penser uniquement en termes de ranking. C'est plus possible. Ça a marché, tu t'entends. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Il faut obligatoirement penser conversion. Le mois dernier, j'expliquais, et je le répète, par exemple, c'est un exemple vraiment concret, il vaut mieux pousser, si on doit choisir quelle page pousser sur son site, il vaut mieux pousser une petite page d'un blog qui est plus profonde, mais qui convertit, avec moins de trafic, mais qui convertit, plutôt qu'une grosse page produit qui ne va pas transformer parce qu'elle est ultra concurrentielle. Donc tant pis, je vise des petites pages qui convertissent, qui sont efficientes, qui voilà, je travaille plus seulement SEO, je me dis qu'est-ce que ça me rapporte directement en génération de leads. Et puis à un terme, donc ça c'est vraiment sur la pratique, sur l'application en elle-même, mais sur une vision plus globale, ça rejoint aussi l'idée qu'on a beaucoup développée le mois dernier, c'est qu'on ne peut plus seulement penser en termes SEO, il faut pas penser en termes marketing plus général, il faut mieux travailler avec les équipes marketing, vraiment développer cette interaction entre les services pour pouvoir exploiter au mieux le potentiel de toutes les actions. Là c'est évident, on le voit avec tout ce qu'on dit aujourd'hui. L'équipe marketing fait un podcast, l'équipe SEO derrière, elle vient faire du netlinking dessus. Si les équipes ne communiquent pas entre elles, ça marche pas. Ou alors, du coup, c'est l'équipe marketing qui va se retrouver à faire du SEO, mais ils sont pas spécialisés là-dedans, donc ils vont pas le faire aussi bien. Voilà. Donc, il faut vraiment améliorer ces interactions entre les équipes.
Et puis après, voilà, il faut tester des nouveaux formats. Aujourd'hui, il faut aller chercher plus loin. Et puis, il faut garder en tête qu'il n'y a pas de recette miracle, évidemment, comme toujours. C'est pas nouveau, mais chaque domaine va avoir des actions qui vont mieux. Il y a des actions qui vont mieux marcher pour certains domaines que pour d'autres. Nous, on le voit beaucoup. Thibaut pourrait en parler. Que quand c'est un domaine ultra niché, par exemple, c'est hyper dur à pousser en RP. Pousser en RP un truc, je sais pas, d'industrie technique super spécifique, ça intéresse personne. À côté de ça, là, tu veux faire un podcast là-dessus, c'est super parce qu'il va très facilement être pris sur des forums et des discussions, des blogs de niche où là, ok, le volume d'auditeurs est petit, mais c'est ultra qualifié comme auditorat. Ok. Et Thibaut, côté notoriété, tu vois quoi comme erreurs fréquentes, erreurs que peuvent faire les marques ou les clients? Bon, je sais pas si c'est très, très innovant, mais c'est cette notion de rentabilité immédiate qui est toujours recherchée. J'en ai déjà parlé plusieurs fois depuis le premier épisode, mais cette règle des 7, en vrai, elle est quand même très importante parce que ce qu'il te faut, c'est vraiment de la présence sur le long terme et de la récurrence forcément dans les dispositifs que tu vas mettre en place. Mais sur de la notoriété, c'est du travail forcément à long terme. C'est un peu comme tout. Et donc, il ne faut pas forcément se concentrer dès que tu mets en place un dispositif sur combien de conversions j'ai derrière, combien d'achats ça a déclenché, etc. Parce que déjà en notoriété, tu vas avoir plein de dispositifs sur lesquels tu as du trafic indirect et tu gagnes des conversions de manière indirecte. C'est le fait d'avoir consommé le contenu plusieurs fois, tu vois, d'avoir vu ta marque sur plusieurs podcasts, d'avoir lu différents articles, qui fait que derrière, tu vas venir avoir confiance et acheter chez eux. Et donc ça, forcément, c'est pas directement quantifiable, tu vois. Et après, c'est vrai que ce que les marques oublient un peu de faire, je trouve, de manière assez régulière, c'est finalement juste de s'exprimer en tant qu'expert, d'apporter de la valeur ajoutée et de donner son avis sur son secteur, d'apporter vraiment, tu vois, des datas spécifiques, d'apporter des informations qui sont propres à ta marque et à ton secteur, qui n'ont pas été forcément données avant, de vraiment, tu vois, te positionner en tant qu'expert et faire comprendre finalement à l'utilisateur final qu'il peut avoir confiance en toi et faire comprendre à Google que tu es une marque qui compte quand on fait des recherches qui sont associées à ta thématique. Et ça, souvent, c'est un peu, c'est un peu mis de côté par les marques parce qu'elles ont tendance à aller directement, forcément, à être orientées vers cette conversion et du coup, à créer du contenu pour présenter leurs produits, pour vendre leurs produits, pour vendre leurs services. Là où, en fait, tu peux tout à fait le faire de manière un peu différente en donnant ton avis sur ton secteur et donner des conseils. Et évidemment, tu peux présenter ta marque en disant pour quelles raisons, finalement, tu es crédible à donner ces conseils et pour quelles raisons tu devrais finalement t'écouter. Mais voilà, un contenu orienté de cette manière-là, ça marche tout aussi bien, voire même plus, parce que le consommateur ne se sent pas forcé à l'achat que un contenu un peu plus, je dirais, un peu plus brut de décoffrage où tu vas directement présenter ton produit et l'intérêt de ton produit pour le marché. Ok. Margot, tu veux intervenir? Non, je pense que Thibaut a bien fait le tour. Ouais. Ok. Et si vous deviez tous les deux résumer la bonne approche 2025 en une phrase, ce serait laquelle? Alors, pour résumer tout ce qu'on a dit aujourd'hui, ne pas penser seulement SEO, clairement, et penser image de marque globale. Voilà. Okay. Et venez nous voir pour quelques conseils. Avec grand plaisir. Pour tous ceux qui ne nous connaissent pas encore, du coup, Steamedia, on est une agence vraiment spécialisée en netlinking et en stratégie de notoriété. Donc, venez en parler avec nous, ce sera avec grand plaisir. On a une approche qui nous semble être très, très pertinente.
qui allie plusieurs choses, la technique, la visibilité et puis une vraie logique de marque. Merci à tous pour votre présence. Merci à vous deux, Thibaut et Margot. Et du coup, on passe aux questions. Et surtout, avant qu'on passe aux questions, notez bien le prochain épisode, donc le numéro 3, Steve Up 3, mardi 18 juin à 11h. On espère que vous serez nombreux et on parlera de plusieurs sujets, SEO, notoriété et stratégie digitale. Voilà, on vous laisse poser vos questions dans le chat. Merci beaucoup. Moi, j'en profite le temps que chacun puisse poser ses questions. Thibaut, tu as parlé d'influenceurs à un moment. Je me suis posé la question, j'ai l'impression que les influenceurs, c'est pas toujours facile à contacter, qu'ils doivent être quand même submergés de demandes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile de contacter des influenceurs ? Et comment on le fait ? Comment on s'y prend ? Parce que par exemple, pour la RP, je sais que c'est pas toujours facile d'avoir des retours. Est-ce que les influenceurs, ils sont accessibles aujourd'hui ? Eh ben, écoute, ça va dépendre, mais c'est vrai que tu peux rencontrer plusieurs difficultés pour échanger avec eux. Soit tu es sur un influenceur qui est vraiment très, très important, qui a une très forte autorité, qui potentiellement est associé à déjà un groupe média ou à une régie. Et finalement, ça va être difficile d'y accéder parce qu'il va être très cher, parce qu'il va être trop occupé ou parce que potentiellement, il a déjà des contrats beaucoup plus importants que ce que tu peux lui proposer. Soit tu peux aussi tomber sur des influenceurs qui sont beaucoup plus nichés, beaucoup plus petits, qui potentiellement peuvent être très intéressés par un partenariat que tu as à leur proposer, mais en fait, ils sont souvent assez difficiles d'accès parce que ils regardent pas toujours leur mail ou tu vois, ils sont pas toujours très, très disponibles, ils répondent pas forcément au téléphone. Donc ça, c'est un peu après, c'est un peu notre intérêt aussi, hein, c'est de faire gagner du temps là-dessus et de pouvoir proposer les bons influenceurs aux marques et de réussir à leur donner accès à ces influenceurs, là où ils auraient pu avoir un peu de difficulté avant pour les contacter, quoi. Donc c'est un peu le jeu. Mais ouais, potentiellement, il peut y avoir quelques difficultés que tu peux rencontrer, c'est sûr. Ok. On a une question de Patrick, je ne sais pas si tu la vois, Thibaut, au sujet du podcast. Le podcast, il faut que la marque le fasse avec ses propres intervenants, syndrome de l'imposteur, ou est-ce que c'est l'animateur du podcast qui le fait lui-même ? Alors, tu as plusieurs options. Ça dépend un peu de la stratégie que tu veux mettre en place. Évidemment, tu peux avoir un intervenant direct de la marque qui vient parler sur une thématique. Alors, l'idée, pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est évidemment pas de faire un podcast sur ta marque et uniquement sur ta marque. Ça a quand même moins d'intérêt que si tu viens intervenir sur une thématique directement associée à ton secteur, que tu apportes ta vision d'expert et évidemment que tu présentes ta marque en cours de route, ça c'est logique, mais que tu viens discuter en fait d'autres sujets qui sont directement liés à ta marque, c'est beaucoup plus intéressant que de directement présenter ta marque. Et après, tu peux avoir une autre technique que moi je trouve qui est très intéressante, c'est finalement de ne pas faire intervenir une personne directe qui travaille chez toi, mais de faire intervenir un expert du secteur avec lequel tu travailles. Tu vois, on a eu un exemple dernièrement avec un acteur de l'audition qui faisait des appareils auditifs. Et on a échangé avec des fabricants d'aides auditives qui travaillent avec eux, qui connaissent très bien le marché, qui connaissent très bien la situation, sur lesquels on a échangé sur les sujets de l'intégration de l'intelligence artificielle dans les appareils auditifs. Et là, ça apporte vraiment une valeur ajoutée parce que tu fais, en fait, finalement, via la marque, tu as l'intervention d'un expert vraiment du secteur qui vient donner son avis. Et évidemment, pareil, tu trouves aussi le moyen de communiquer sur la marque derrière, mais ça permet de créer un contenu qui est complètement différent que ce que toi, tu aurais pu proposer si, en tant que fondateur de la marque, etc., tu venais communiquer. Donc, il y a différentes idées comme ça qui peuvent être assez intéressantes. Ouais. C'est le genre d'actions qui sont vraiment excellentes pour Google, ça, pour les signaux. Oui, complètement. Ouais, vraiment. Ok. Merci à tous pour avoir écouté ce podcast. Pour rappel, Steve Media, on est vraiment spécialisé sur ces deux métiers, le netlinking et les stratégies de notoriété. On reste à votre entière disposition, tous les trois, Thibaut, Margot
et moi-même. Et puis, on vous dit à très bientôt. Et d'ailleurs, j'en profite, restez connectés parce que potentiellement, on créera bientôt une étude avec un questionnaire sur le sujet du netlinking et on aurait besoin de participants. Donc on vous communiquera ça très rapidement, mais n'hésitez pas à y répondre quand on vous propose ça. Ouais, pensez bien à nous suivre sur les réseaux pour être informé de l'avancement de l'enquête. Ok. Et prochain épisode, donc le mardi 18 juin à 11h. Je vous souhaite à tous une très belle journée. À très bientôt. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Ciao. Au revoir.